Salut Aldric, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, bien. Écoute, je suis ravi de te retrouver sur la martingale. Merci de m'inviter. On a déjà reçu de tes collaborateurs de chez Climb. C'était Climb à l'époque déjà ou c'était pas encore ? C'était Tacotax. Et tu as reçu Martin. Martin, pour la martingale. Tout à fait. Martin pour la martingale que je croise de temps en temps dans des bars du 17e. Je suis désolé de le balancer. Rassure-moi, pas tous les soirs. Il est ivre-mort à chaque fois que je le vois. Sympa, Martin. Non, Martin, c'est pas vrai, je sais. Il est toujours très sérieux, toujours très pro, toujours à me dire alors, quand est-ce qu'on refait un. Non, c'était un super épisode qu'on avait fait. Bah, vous étiez très. D'ailleurs, le changement de nom l'indique, hein, vous étiez très axé taxe, quoi, Tacotax. Maintenant, vous êtes en passant à Climb. Donc, Climb, ça s'écrit CLIMB.fr, si je ne me trompe pas. Donc, Climb, c'est We Are Climb. Ah, We Are Climb. Le Climb.fr était pris. Par un truc d'escalade, non, peut-être ? Non, même pas. On l'aura bientôt. Ok. Et alors, pourquoi ce repositionnement ? Pourquoi ce changement de nom ? En fait, quand on a lancé donc Climb, anciennement Tacotax, il y a 6 ans, on avait commencé par faire un sondage avec plus de 2000 répondants pour demander aux Français, quand on parle de finances perso, quels sont les sujets les plus compliqués. Et on avait listé impôts, épargne, crypto, assurance. On avait listé 5-6 items. 90% des gens ont répondu impôts. Okay. Donc en fait, si tu veux, on s'est dit, pour révolutionner le secteur de la gestion de patrimoine, il faut commencer par les impôts. Donc c'est pour ça qu'on s'est positionné d'abord sur l'aide à la déclaration de revenus et l'aide à l'optimisation des impôts. Ok. Et ça a changé. Alors on va y venir, hein, parce que l'épisode du jour, en préparant tout ça avec vous, notre idée a été, mon idée était de se dire comment on peut créer la meilleure grille de lecture pour chaque investissement. Parce qu'en fait, moi, mon problème que j'ai, alors c'est marrant, j'ai pas bien lu ce truc-là, mais j'ai mis longtemps avant de... Les impôts, tout ça, c'est un truc qui m'emmerde. Alors, en l'occurrence, je me plante souvent pour tous les comment on appelle ça, nos amis qui viennent vérifier si tu payes bien tes impôts, l'administration fiscale qui nous écoute, toutes ces personnes, sachez que je suis très mauvais là-dedans. Mais la dernière fois que j'ai été contrôlé, on m'a remboursé de l'argent. Voilà. Je suis pas mauvais, malhonnête, tu vois, je suis juste mauvais, mais c'est juste que ça m'intéresse pas beaucoup. Les gens oublient, les gens les oublient. Je trouve ça très bien, cela dit, de payer des impôts, etc. Je suis vraiment presque militant là-dedans, cela dit, et je pense pas qu'on en paye trop, je pense qu'on a payé à peu près la zone qu'il faut, j'aimerais bien ne pas en payer plus, mais pas forcément moins. Cela dit, voilà, mais moi ça m'intéresse moins, et je me dis, je préfère faire de la perf et payer de l'impôt sur ma perf que d'essayer d'économiser de l'impôt sur de la non-perf. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça a toujours été mon approche. Cela dit, c'est pas l'idée, on va pas du jour. L'idée, c'est vraiment de se dire, dans tout ça, il y a quand même, en effet, des impôts, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et depuis que j'anime la martingale, en fait, à chaque fois, je me dis, ah bah ouais, mais ça, c'est vrai. Tous les épisodes, en fait, je me dis, il faut que j'investisse à fond là-dedans. Ouais. Voilà, il y a un super rendement. Là, il y a très peu de risques. Ah bah là, c'est bien pour la planète. Ah bah là, c'est bien pour machin, etc. Et puis, en fait, à la fin, t'es juste pris par l'espèce de totem de chaque épisode qui est, tu vois, dans la crypto, ça, c'est le seul endroit où ces 10 dernières années, tu pouvais vraiment faire presque un x100 dans les startups aussi, mais tu as aussi envie d'aller startups qu'il faut encore y aller. L'IMO, c'était safe, mais ça l'est plus vraiment, enfin, tu sais pas, etc., etc. Et donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui ensemble, si tu veux bien, Aldric, c'est qu'on réfléchisse à cette grille de lecture, à chaque investissement, si je devais avoir une checklist, comme un pilote d'avion, comme quand je commence mon podcast. Comme ce que tu viens de faire. Ce que je viens de faire avant de commencer l'épisode. Moi, j'ai une checklist pour être certain de rien oublier. Se dire, OK, qu'est-ce que je check dans ma checklist ? Qu'est-ce qui est acceptable, pas acceptable ? Si je suis full risque, zéro rendement, zéro impact pour la planète, ou plein d'impact pour la planète, et qu'en fait, là, j'y vais pas, tu vois, mais voilà, ça te va comme programme ? Allez, parfait. Alors, première question, vas-y, je t'en prie. Non, mais je rebondis sur ce que tu disais sur la partie impôt, parce que tu le lies à la performance et à l'investissement. Ça, on va y venir. Mais en fait, la partie impôt, il faut aussi l'isoler. C'est-à-dire que quand tu fais ta déclaration de revenus, ce
ce que tu n'aimes pas faire et ce que beaucoup de Français n'aiment pas faire. Ce que je délègue désormais, tu vois, à une avocate qui est superbe, que je recommande d'ailleurs. Ça prend du temps, on ne sait pas quoi remplir, on fait des oublis. Super avocate. Voilà. Et donc, en fait, si tu veux, si tu isoles la partie impôt de l'investissement, juste sur ta déclaration de revenus, déjà, les gens ont besoin d'avoir une grille de lecture aussi sur comment bien remplir sa déclaration. Quels sont les avantages fiscaux auxquels on a le droit, si tu as une nounou, si tu payes des pensions, etc. Donc ça, c'est une première chose sur l'impôt, c'est la déclaration de revenus. Après, dans l'investissement, là, il y a plusieurs critères, on va en parler. Un des critères, mais c'est loin d'être le premier, est la fiscalité. Donc en fait, si tu veux, pour moi, la gestion de patrimoine, il faut voir ça. Il y a deux jambes. Il y a la jambe qui est l'impôt et l'autre jambe qui est l'investissement. Il faut optimiser les deux. Tout à fait. Écoute, on va parler de ces deux grands angles avec une problématique aussi en face. Donc je l'évoquais plutôt en sous-jacent, mais qui est le biais, quoi, le biais cognitif. Tu vois, c'est ce que je disais, à chaque épisode, tu as envie d'y aller, tu te dis c'est bien, mon pote a fait tel truc, ou alors le biais de confirmation, ou alors là, les modes aussi. Alors j'ai fait un épisode autour de ça avec Daniel Haguet, je crois que c'était l'épisode 44 sur les biais, mais tu vois, tu as toujours, quand tout le monde a fait un truc autour de toi, tes potes, etc., et voilà, tu te dis je vais y aller, et quand même souvent, dans les investissements, quand t'arrives au moment où tu y vas, c'est que c'est trop tard, tu vois. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'on voit. Alors sur la partie taxe, je pense que bon, on sait pourquoi t'es expert, parce que vous accompagnez combien de dizaines de milliers de personnes ou Alors en fait, on a des utilisateurs et des clients. Sur le nombre d'utilisateurs, on en a plus d'1 million. Et en fait, des utilisateurs chez Climb, c'est des gens qui ont fait soit une simulation, qui se sont inscrits sur le service, qui ont été aidés à faire leur déclaration de revenus. Donc ça, ce sont les utilisateurs. Et les clients sont les personnes qui ont investi. Et là, aujourd'hui, sur la partie investissement, on en a 3000. D'accord, donc ces personnes, donc on peut investir via Climb comme d'autres services en ligne. Et t'investis dans quoi ? Alors maintenant, la partie investissement, c'est le gros de notre business. T'investis dans quoi ? Ça, on va justement en parler, mais tous les dispositifs d'investissement financier, immobilier, de private equity, crypto, actions. Donc, une multitude, évidemment, de dispositifs. Ce qui est important, c'est d'avoir la grille de lecture. OK. Et en préambule, je l'ai, évidemment, cette checklist, et je vais te la donner. Mais je dirais que il faut comprendre à quoi ça sert l'investissement. Pourquoi investir ? Pourquoi investir ? Parce que il faut avoir gagné de l'argent. Gagner de l'argent pour réaliser ses projets, pour être libre financièrement, pour acheter des choses, il faut gagner de l'argent. Il y a deux manières d'en avoir de l'argent. Il y a le fruit de son travail, avec son salaire, et le fruit de son capital, avec ses investissements. Alors ça, je pense que c'est une stat que tu as dû entendre 10 fois avec tes invités. Et en France, le problème, c'est que tu as 77% des gens, c'est un sondage de la Banque de France, des Français qui se disent être complètement perdus quand tu leur parles de finances personnelles. Pourquoi ? Parce que pas les bons interlocuteurs, pas le temps, pas la connaissance. Et du coup, ils se retrouvent à ne pas optimiser leurs investissements. Donc, ils ne restent que sur le fruit de leur travail et 77% des gens ne s'intéressent pas au fruit de leur capital, en fait. Voilà, la plupart. Et donc, le sujet, et c'est pour ça que nous, si tu veux, on a lancé Climb, c'est que, contrairement aux anglo-saxons, il y a une vraie culture sur faire fructifier son capital. En France et en Europe, elle est moins importante. Et donc, nous, la mission de la boîte, si tu veux, c'est d'aider les gens à faire fructifier leur argent, leur capital, et donc en comprenant comment prendre les bonnes décisions avec leurs investissements. Je sens qu'on ne va pas rentrer dans le philosophique, mais l'une des raisons du pourquoi elle est différente, cette approche, il y a pas mal de choses, potentiellement quasiment religieuses, profondes dans même la manière de penser l'économie, mais il y a aussi notamment le système de retraite aussi. C'est-à-dire que quand tu es sur un système de retraite par capitalisation, il y a un moment où, de toute façon, le fait de faire fructifier son capital n'est pas une option. C'est-à-dire que si tu fais pas ça, à un moment, tu ne pourras pas prendre de retraite puisque tu devras toujours travailler, puisque tu n'auras pas mis de côté pour plus tard, en gros. Ouais, tu as raison. Si tu isoles avec ce prisme-là, tu es obligé de capitaliser, donc d'investir pour ta retraite. Mais tu vois, il y a d'autres prismes. Aujourd'hui, si tu n'investis pas, c'est un peu comme si tu travaillais, mais tu oubliais de cueillir les fruits de ta récolte. Et en plus, là, avec une inflation à plus de 5,5% que tu te prends en pleine face, c'est absurde de ne pas investir. Alors après, évidemment, il y a différents types d'investissements et c'est là où ça peut avoir de la valeur
d'expliquer quelle grille de lecture il faut pour bien investir. Alors, la grille dont on parle là, c'est une grille qui est market practice, que tu proposes tu vois, de Aldrich Aimier, de Climb, Alors, on est évidemment beaucoup d'acteurs sur les finances perso à réfléchir sur quelle est la bonne grille. Nous, ce qu'on va faire différemment, c'est que moi, si tu veux, cette grille, pour moi, il y a 2 choses à regarder. Il y a d'abord investir du temps sur soi, c'est-à-dire comprendre dans quoi on veut investir, comprendre quels sont ses objectifs d'investissement, ses projets de vie, son horizon de placement, son rapport au risque. Il y a un questionnaire qui permet de comprendre si toi, Mathieu, tu es un profil prudent, modéré ou dynamique. Souvent, les entrepreneurs sont plutôt dynamiques. Je suis ultra prudent. Moi. Tu es ultra prudent. Voilà. Non, pour toi, c'est fonds euros et compte à terme. On en reparlera. Et donc, c'est d'abord investir sur soi pour comprendre dans quoi on va investir. Premièrement. Et deuxièmement, là, c'est comprendre dans quel type de dispositif d'investissement il faut investir. Et là, il y en a des milliers. Oui. Et donc, si tu veux qu'on rentre dans le vif du sujet, allons-y. Donc, sur cette grille-là des investissements, il y a plusieurs critères à regarder. Le premier, et je pense que c'est le plus important, c'est maximiser le rapport rendement-risque. Oui. Donc, ça paraît basique. Alors, ça veut dire quoi d'ailleurs, maximiser ? Voilà. Ça veut dire être au max du risque ou au max du rendement ? Ça veut dire être au max du rendement avec le moins de risque possible, c'est ça, j'imagine. Ouais, non, mais même pas forcément le moins de risque possible. C'est juste le rendement associé à ce qui te correspond en termes de prise de risque que tu es capable de prendre. Donc, je te donne un exemple concret. Si quelqu'un passe un questionnaire de risque et se rend compte qu'il est très prudent, eh bien, il ne faudra surtout pas qu'il aille sur des classes d'actifs qui sont risqués, type private equity, qui va te proposer d'avoir un rendement super important. Voilà, private equity, c'est l'investissement dans des sociétés en direct, quoi. Hein, ouais. C'est ça, un peu non coté, sans passer par la bourse. Voilà, exactement. On a fait des épisodes là-dessus. Ouais. Et donc, comprendre ce rapport qu'on a avec le risque te permet de maximiser ce rapport rendement-risque. Après, pour maximiser ton rendement, il y a aussi une question d'opportunité. Si toi, Mathieu, t'es pas au courant des dispositifs, des opportunités d'investissement, eh ben, tu pourras pas avoir accès aux meilleurs deals. Donc là, il faut être connecté, il faut avoir accès aux bons sites, lire des magazines spécialisés, il faut avoir accès à l'information. Surtout écouter les bons podcasts. Et écouter bien sûr les bons podcasts. Et je vais reformuler ce que tu dis là, hein, mais sous 2 choses. Tu parlais par exemple de private equity, ça peut être aussi les cryptos, hein, rendement risque. Bon, private equity, donc quand tu investis en start-up, qui est un sujet que je commence à connaître assez bien, juste à un moment, quand tu commences, tu sais que si tu es ce qu'on appelle start-up, souvent on va être donc très tôt dans l'aventure, dans la vie d'une entreprise. Tu rentres très tôt dans la vie des start-up, ce que tu appelles le seed. Tu sais que, disclaimer, je suis investisseur en seed ou série A dans Climb ? Série A. Et pour autant, j'ai fait plein de tes concurrents, tu le sais, hein, et je suis pas, pour ceux qui nous écoutent, tes confrères et concurrents que j'invite, que je pourrais citer ici d'ailleurs, hein, mais voilà, j'ai pas je n'invite pas que les gens, mais au moins vous le savez. Très très minoritaire, hein, mais je suis rentré en Série A, tu m'as dit ? C'est ça, ouais. En Série A, donc pas tout à fait au tout début, mais quand tu rentres en seed, t'as en gros une chance sur 2 quasiment de perdre tout ton argent. Plus même. Hein. Ouais. Et en revanche, une chance sur 10 de faire x10, quoi. Ou allez, peut-être pas une chance sur 10, d'ailleurs, peut-être moins, une chance sur 20 de faire x10, parce que sinon ça... Mais si tu te débrouilles bien, t'essayes de bouger un peu tout ça. Donc, quand tu le sais, c'est OK, mais tu mets pas toute ta retraite là-dedans, quoi. Sinon ça marche pas. Et je redonne une explication sur ce que tu disais après. L'évolution de l'offre, notamment par exemple sur l'accès au private equity, donc au fait d'investir dans les startups, il y a 10 ans, c'était impossible, sauf si tu étais dans le marché, enfin si tu étais vraiment dans l'univers. Il y a 5 ans, tu commençais à y arriver par du biais de réseau, et maintenant, c'est carrément retailisé avec des tas d'offres qui te permettent de faire ça. Super Capital, Anaxago, Blast, je sais pas. Ouais, là, axé sur les startups. Mais après, tu vas aussi avoir des acteurs qui vont te permettre de faire du private equity à des stades plus tardifs. Et après, en effet, c'est pareil dans les SCPI où tu as des nouvelles SCPI, tu as des nouvelles formes. Donc, en fait, tout ça évolue très vite depuis 4-5 ans. Grâce à l'informatique, grâce au digital,
L'informatique, c'est un peu grâce à ton ordinateur, à l'internet, et donc grâce à tout ça. Et ça, il faut se tenir au courant parce qu'il y a un effet intéressant là-dedans, c'est que alors par ce retail, il y a deux choses. Soit tu peux avoir parfois moins de commissions, et justement quelque chose où tu as un accès plus direct à des choses, soit parfois tu as une cascade de commissions quand même très importante. Mais ça, c'est un autre point. T'anticipes le quatrième point de la grille. Ouais. Ok, vas-y, alors continue. Donc, deuxième point, c'est la diversification. Diversification, surtout en ce moment, avec un contexte macro qui bouge. En fait, quand tu es investisseur, ce qu'il y a de très important, c'est d'avoir des actifs diversifiés. Alors, diversifier, ça veut dire en termes de dispositifs d'investissement, en termes de géographie, en termes d'industrie, en termes de taille d'entreprise. Si tu veux avoir le maximum de diversification, il faut aller dans ce niveau de détail. Il faut avoir des parts dans un aéroport à Sydney, comme de l'infrastructure, voilà, je veux dire, à l'autre bout du monde ou dans des pays... même à la limite, je pourrais dire Sydney, c'est presque pas diversifié parce que ça reste un pays occidental. Il faudrait quasiment te dire... je vais dans des cultures totalement différentes, et l'Inde, qui n'a pas si bien marché depuis quelques temps, où tout le monde regarde en ce moment, c'est peut-être un endroit où il faut regarder. Bah, si jamais tu veux maximiser ton rapport de diversification, ouais, il faut être le plus large possible. Et ça, la diversification, pour moi, ça a une valeur qui est importante pour l'investisseur, c'est que ça lui permet d'être beaucoup plus serein en cas de volatilité. Ça permet de bien dormir, si tu veux, la diversification. Avec un truc spécifique... c'est que la diversification a pour objectif, j'en ai parlé ici je crois déjà, mais de lisser les risques. Ça a pour aussi conséquence de lisser les rendements. C'est-à-dire que c'est vrai que dans mon entourage, si je prends des gens qui sont partis de rien et qu'on finit très riches, ou très très riches, ils étaient tous all-in, quoi. Ils n'étaient pas diversifiés. Bah, le all-in que tu décris, si tu passes ton questionnaire de risque, ça va de 1 à 7. Donc, si tu veux, c'est même pas 7, t'exploses tous les compteurs. Les entrepreneurs qui sont all-in, comme tu dis, sur leur boîte. All-in est un terme qui vient du poker. Du poker, tout tes œufs dans le même panier. T'as tout mis. C'est extrêmement rare et c'est la haute voltige des entrepreneurs. Mais c'est évidemment pas ce qu'il faut faire en tant qu'investisseur. Mais je vais te dire, ce qui est fou, c'est que dans le monde aussi récent, tel que on le décrivait là avec le digital, etc., je connais des gens qui ont été all-in, qui sont même pas entrepreneurs. Je peux t'en donner 2 catégories. Il y en a qui ont fait de la crypto, ça c'est assez... Bon, on l'a vu, quoi, des gens qui sont achetés... qui ont foutu 20 000 balles, qui avaient que 20 000 balles, mais en Ether ou en Bitcoin en 2013 ou 2014, et qui avaient que ça, qui ont mis toutes leurs économies et qui ont pris littéralement des millions. Bon, ça, et pour garder la métaphore du poker, quand tu es all-in, bah, il faut aussi parfois avoir de la chance. Là, ce que tu décris, il y a un facteur chance qui est énorme. Énorme. En plus, il fallait sur les bonnes cryptos, etc. Après coup, te dire il a mis Ether et Bitcoin, c'est facile. Mais à l'époque, c'est juste gros critère chance. Et en revanche, ils ont eu l'intelligence de vendre. Et après, j'en connais aussi qui ont perdu leur clé de crypto et qui ont littéralement, j'en parlais avec qui sont venus sur mon podcast, Frédéric Montagnon. Je crois qu'on parle pour le coup de littéralement dizaines de millions d'euros perdus à jamais. Là, si tu t'allonges sur le sofa et tu vas voir un psy. Non, mais en vrai, il n'a investi que 10 ou 20 millions. 10 ou 20 000, il a perdu. C'est un manque à gagner, voilà, mais c'est de la spéculation. Voilà, faut voir ça comme... Non. L'autre catégorie qui a été all-in, et ce qui est intéressant, ça arrive aussi, c'est une sorte de all-in dans le travail. Mais ce sont ceux qui sont allés très tôt chez Google, chez Facebook, chez Uber, qui ont pris des stocks et qui, finalement, pendant très longtemps, dans leur capital, avaient des actions de trucs qui montaient, ils les vendaient jamais, mais tu te retrouves potentiellement pour certains avec des millions ou des dizaines de millions. C'est intéressant que tu le lis au travail, parce que moi, souvent, un rapprochement que je fais, c'est que j'ai remarqué avec certains clients, le fait de bien investir et donc de générer des revenus, ça peut aussi impacter ton rapport personnel et ton rapport au travail. Je te donne un exemple. Ouais. Quelqu'un qui fait la même chose depuis 10 ans, qui bosse, je sais pas, en marketing, alors que cette personne aimerait faire quelque chose de différent, avec plus d'humain, de relationnel. Si jamais elle est rassurée d'un point de vue financier, parce qu'elle a fait des bons investissements, alors ça pourra lui donner la motivation et le courage de changer de boulot. L'argent te libère, quoi. Exactement. Mais on l'a vu ça, avec certains clients, on l'a vu. Ça c'est intéressant, mais pour finir sur la diversification aussi,
En fait, toi, tu parles d'un niveau de risque, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir où est-ce que tu te places. Mais tout ce qu'on dit aujourd'hui, finalement, chacun doit essayer de se dire, il n'y a pas de vérité. Moi, je passe ma vie à dire à tout le monde, parce que je suis quelqu'un de responsable et je ne veux pas faire passer de message auprès de tout le monde qui est de dire allez-y all-in sur un seul truc, c'est comme ça que ça marche, etc. Parce que le jour où vous perdrez tout, vous viendrez me voir en me disant Mathieu, t'es sympa, mais j'ai tout perdu. Alors non, je vous dis, soyez prudents, mettez un peu tout. Mais en revanche, la strat, pour gagner très fort, tu as souvent cette notion de te dire putain, j'aurais dû mettre 10 fois plus sur ce machin. Non, sois en paix avec toi-même, quoi. T'as mis ce que t'as mis, à l'époque c'était bien, et puis t'as gagné ou perdu ce que t'as perdu. Exactement, et ça va avec la première partie qui est investir du temps sur soi pour comprendre quels sont ses objectifs. Alors donc ça, c'est la deuxième partie sur la diversification. Et peut-être juste pour clôturer là-dessus, nous, ce qu'on a fait, c'est on l'illustre avec, tu vois, il y a plein de métaphores sur la montagne, parce que on s'appelle Climb parce que c'est ma passion perso, la montagne. Donc on a dessiné une montagne Climb de l'investissement où on montre qu'en fait, il y a plusieurs étages, plusieurs camps, comme camp de base, camp 1, camp 2, camp 3, comme en montagne. Et en fait, ça permet de comprendre que ce qu'il y a de plus important, ça va être ta résidence principale, donc le bas de l'étage, que tu sois locataire ou propriétaire. Ensuite, si tu remontes d'un étage, tu as ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Là, on dit qu'il faut entre 3 et 6 mois d'épargne de précaution. Ensuite, tu remontes un peu. Tu as la partie fonds euro en assurance vie, qui est un investissement qui est sécu. Et après, quand tu remontes, tu as les actions, que ce soit via des contrats d'assurance vie, via des PER, via du private equity. Tu as l'immobilier, que ce soit la SCPI ou l'immobilier locatif. Et tout en haut, le toit, c'est les investissements alternatifs. Et là, tu en parlais, c'est crypto, investissement dans les startups, c'est les investissements très risqués. Et l'objectif, c'est d'avoir l'intégralité de ces investissements en fonction de son rapport au risque. Sachant qu'on essaye souvent de se dire, bon, quelle part de mon capital doit aller, tu vois, dans mon camp de base, donc ma maison. Alors souvent, on va te dire, il y a des standards, tu vois, je sais pas, 40, 50% ou quelque chose comme ça. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais tu es dans ces eaux-là. Après, tu vas te dire quel est le tout en haut, là où tu peux faire n'importe quoi et t'éclater. C'est plutôt 10%, 15% max. Tu as plein de ratios là-dessus qui vont dépendre en effet de qu'est-ce que tu recherches comme rendement et de ton profil de risque. Mais tu vois, sur le private equity, qui est considéré comme risqué, on dit que ça peut aller de 5 à 20, 25%. Et déjà, c'est beaucoup, 25% sur une classe d'actifs comme ça qui est risquée, mais qui peut te permettre d'avoir des rendements autour de 15-20%. Alors, si tu rentres tes propres boîtes dans le private equity, je crois que pour certains entrepreneurs, on est à beaucoup plus que 25%, évidemment. Tant que tu n'as pas réalisé ou vendu une de tes sociétés, c'est sûr que moi, je dois plutôt être à 80% dans mon private equity que l'inverse. Mais c'est vrai que c'est une mission. On va pas rentrer là-dedans, je pourrais en parler des heures, mais c'est vrai que te dire que je finance la création d'entreprise, c'est quelque chose de... Moi, que j'aime bien promouvoir, tu vois. Yes. Donc ça, c'était diversification. Donc 1, rendement risque. 2, diversification. 3, ça va être la partie, la fiscalité. Donc ce qu'il faut regarder, c'est quand tu investis, il y a sans rentrer dans le détail, mais tu as des enveloppes fiscales. Donc il faut être vigilant. Et tu as aussi certains dispositifs qui peuvent répondre à des objectifs de réduction d'impôts. Donc moi, là-dessus, le conseil, c'est d'avoir du conseil et donc de parler à des gens qui vont vous dire quelle est la fiscalité optimum pour tel type d'investissement. Ça, c'est le 3e critère. Le 4e critère, c'est les frais. Alors les frais, tu as une myriade de frais. Quand on parle de produits d'investissement, tu vas avoir des frais d'entrée, des frais de gestion, des frais d'arbitrage, des frais de super... T'en as dans tous les sens. Donc là, pareil, il faut avoir la bonne grille de lecture là-dessus. Et alors ça, bon, juste avant, tu parlais des taxes et on y reviendra éventuellement un peu, mais les frais, c'est vraiment quasiment natif à la martingale, si tu veux. C'est vraiment, pour moi, je trouvais qu'avant, et certains trouveront que c'est abusé ce que je dis, parce qu'il y en a d'autres qui le faisaient probablement sur des blogs, etc., mais avant 2019 et avant que moi je me lance, quand j'ai lancé la martingale, un des trucs que j'avais identifié, c'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses hyper consanguines, quoi. C'est-à-dire que
on te vendait des trucs, quand tu regardais, il y avait 8 intermédiaires entre BlackRock, et encore même BlackRock est un intermédiaire, enfin entre un fonds qui te packageait un produit et celui qui te le vendait directement, il y avait 12 personnes qui prenaient 1%, et toi à la fin tu prenais 0,2 quoi, tu vois. Donc j'exagère, mais c'était pas loin de ça, et je me suis dit je veux au moins déconstruire ça. Alors il y a des frais qui sont normaux, et je pense que avant le numérique, avant le digital, potentiellement c'était normal, parce qu'il fallait en fait des étages pour réussir à diffuser tout ça, notamment un étage qui était le dernier étage avant le client, qui était un étage un peu commercial, qui était la banque de détail ou les conseillers en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, tu dois pouvoir donner accès à des choses beaucoup plus directement, quoi. Je veux investir dans telle chose, j'y vais, je prends mes risques, je suis moins conseiller, mais au moins les conseillers deviennent conseillers et plus vendeurs, quoi. C'est un peu l'idée. Ça a beaucoup changé, ça a rajouté des couches, enlevé des couches, tu crois? Ouais, ça a changé, hein. En fait, maintenant, les gens comprennent beaucoup mieux les frais. Déjà, il y a beaucoup d'acteurs digitaux qui ont surcommuniqué sur ces typologies de frais. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir des simulateurs et des calculateurs de frais. Donc maintenant, en quelques minutes, si tu as un client qui est intéressé par un contrat d'assurance vie, on est capable de montrer tous les frais qui vont devoir être payés. Donc il y a des frais d'entrée. Maintenant, je te donne les grandes tendances, hein. Les frais d'entrée, tu as très peu d'acteurs digitaux qui en mettent. C'est une énorme barrière, quoi, quand tu te retrouves... C'est une grosse barrière, et ceux qui en mettent, c'est parce qu'il va y avoir du temps passé par un conseiller. Tu sais comment fonctionne la gestion de patrimoine. Généralement, c'est 3 rendez-vous. Un premier rendez-vous bilan patrimonial, un deuxième rendez-vous préconisation et un troisième rendez-vous signature. Donc, le conseiller va passer du temps, et il y a certaines boîtes qui, du coup, facturent entre 0,5 et 1-2% de frais d'entrée. Au-dessus, c'est absurde. Après, tu vas avoir les frais de gestion en fonction des enveloppes dans lesquelles tu investis. Et là, comme tu le sais, soit tu vas avoir davantage de frais si tu as des OPCVM dans les contrats. Donc des OPCVM sont des fonds qui sont gérés par des gérants pour payer leur travail de gestion. Soit tu vas mettre de la gestion passive, donc des ETF, qui vont te permettre de réduire la facture au niveau des frais. Et après, tu as les frais d'arbitrage, si jamais tu as un changement d'une classe d'actifs à un autre. Et plus occasionnellement, tu as ce qu'on appelle les frais de surperformance. Donc, si jamais ton actif a une certaine performance, eh bien la maison de gestion prend une partie de cette performance-là. Les carides, c'est la même chose. Ok. Alors déjà, moi, tu m'as quand même, tu vois, sur tous ces frais, on y revient, mais finalement, toutes ces couches, moi, tu m'as presque perdu, tu vois. Et c'est vrai que ce que je trouve chelou dans tout ça, c'est que tu as des frais de surperformance, jamais de frais de sous-performance. Alors après, tu dis c'est inégalitaire finalement sur une approche comme ça, potentiellement. Après... Non mais ouais, t'as raison, mais après, je pense que tu me parlais de la grille d'investissement. Ça, je dirais que évidemment, c'est important de regarder les frais, mais maintenant, il existe des outils qui te permettent de les calculer, de les voir et de les comparer. Où ça, donc, quoi nous, tu vois, par exemple, on a des simulateurs. Enfin, il y a plein d'acteurs tech qui te proposent d'analyser les frais sur les contrats et sur les produits. Tu vois, c'est plus vraiment un problème, ça. Parce que c'est sûr que moi, j'ai toujours trouvé que, tu vois, en fait, dès que tu parles, alors, notamment, j'ai fait plein d'épisodes avec plein d'acteurs des CPI. Tu parles avec des acteurs de la CPI, ils te disent... pour moi, ce qui compte, c'est le rendement. Donc, qu'il y ait des frais, en fait, on s'en fout. Je suis un des meilleurs en rendement. Bon, t'en as un autre qui va te dire, moi, j'ai pas de frais d'entrée. Tous les autres, ils prennent 10%. Les autres, ils vont dire, ouais, mais il prend 10%, mais en fait, en frais de gestion, il prend plus. Et c'est les frais de gestion sur les immeubles, tu les vois pas bien, etc. Et en fait, à chaque fois que t'envoies un, l'autre, etc., faudrait les mettre tous autour sur la table. Je pense qu'ils se pèteraient, ils se casseraient. Non, mais, et c'est vrai dans tous, en fait. C'est-à-dire que, là, quand tu me dis les frais d'arbitrage, je sais même pas ce que c'est, tu vois, en l'occurrence, très clairement. Et tu te dis, en fait, à un moment, moi, tu vois, la grille de lecture, je voudrais qu'elle soit beaucoup plus simple, quoi, tu vois. Ce que tu décris là sur les CPI, en fait, c'est très, je pense que c'est très marketing. C'est-à-dire que tu as des acteurs qui vont communiquer sur pas de frais d'entrée, mais qui, en fait, vont se rattraper sur des frais de gestion. Et d'autres qui vont plus communiquer sur un coupon, une rentabilité donc très élevée,
et moins sur les frais d'entrée. Donc, c'est vraiment une question de communication marketing. Mais ce qui fait foi, ce qui fait religion, ce qu'il faut regarder, c'est le rendement net de frais. À la fin, Là, il y a les no bullshit. classements, ouais, c'est ça. Et en effet, souvent les nouveaux acteurs sont assez forts là-dessus. Peut-être parce qu'ils sont nouveaux et plus petits. Sur les SCPI, ça c'est quelque chose d'intéressant parce qu'ils ont moins à gérer. Mais ouais, ils ont moins géré. Tu vois, nous, la SCPI, c'est un des dispositifs qu'on distribue le plus. Et ce qu'on explique, c'est que il faut, en plus de regarder la rentabilité de la SCPI, il faut le voir aussi comme un outil de diversification. C'est ce qu'on se disait avant, parce que tu vas avoir accès à de l'investissement immobilier qui va être plus rentable que de l'habitation, donc sur du commerce, du bureau, etc. Et donc, c'est important de l'avoir en portefeuille pour diversifier tes actifs. Et là, par exemple, vous vendez de la SCPI, donc tu es un intermédiaire, comme un conseiller en gestion de patrimoine. Tu es conseiller en gestion de patrimoine? Oui, bien sûr, on est conseiller en investissement financier. Et donc, tu vends de la SCPI. Et est-ce que tu veux... En fait, à un moment, justement, le trip des néo-SCPI, c'était d'être des intermédiaires. J'imagine que maintenant, elles peuvent l'être, en tout cas. Mais tu vends du Iroko, par exemple? Oui, bien sûr. On distribue du Iroko. Et tu touches quoi quand tu vends du Iroko? Sur la SCPI, il y a des frais d'entrée qui sont payés par le client et nous, on a une rétrocession sur ces frais d'entrée. Mais justement, Iroko prétend, enfin j'en sais rien, c'est un de mes sponsors, alors je suis en train un de mes investissements et un de mes sponsors, donc je fais attention, mais vous voyez au moins que je n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Iroko, tu payes pas de frais d'entrée si je ne m'abuse. Alors c'est sous forme de frais de gestion. Okay. Et donc, ils nous rétrocèdent l'équivalent, alors, il faudrait que je regarde dans le détail, mais l'équivalent de 3 années de frais de gestion. D'accord. Donc, ils nous rétrocèdent des frais au moment de la souscription. Donc, ce sera des frais qu'eux percevront plus tard, qu'ils n'ont pas perçus sur les 10% de frais d'entrée, mais qu'ils percevront plus tard, c'est ça? Sur la gestion, ouais, chaque année. Ok. Et oui, on distribue Iroko qui fonctionne bien parce que qui permet d'afficher aussi un coupon, donc une rentabilité qui est bonne. Oui, qui sont souvent dans les meilleurs des classements. Et après... Et on les agrège tout. En fait, si tu veux, pour que ça ait de la valeur pour nos clients, la SCPI, c'est un des dispositifs. Et au sein de ce dispositif, il faut aussi être diversifié. Donc, il faut être branché avec un Iroko, mais il faut être branché avec aussi un Sofidy, un Primonial, un Périal, toutes les plus grandes SCPI en France. Et donc ça, le travail consiste à les agréger. Donc, je peux investir chez vous dans 8 SCPI d'un coup? Alors, 8, ouais, non, ça fait beaucoup. On dit qu'au sein d'une classe d'actifs, si tu en as entre 2 et 3, tu as un bon niveau de diversification. Ok. Et à chaque fois, je signe 3 contrats quand je fais ça chez vous ouais. Alors, l'enjeu, tu peux pas les, ça, c'est en effet... Alors, dans la grille de lecture, je ne l'ai pas mis, mais ce qui est fondamental pour les gens sur la gestion de patrimoine, je te parlais du questionnaire qu'on avait fait... sur 2000 répondants. Ouais. Une autre question, c'était qu'est-ce qui va être le plus important pour vous quand vous investissez? Et on avait été surpris parce que l'aspect de simplicité était fondamental. Et donc, nous, dans nos parcours d'investissement, dans nos parcours de signature, notamment de bons de souscription, il faut que ce soit extrêmement facile et simple pour le client. Ben, c'est ça. Moi, quand une startup dans laquelle j'ai investi me demande d'imprimer un truc, de le signer et de le renvoyer, je dis non, mais DocuSign, ouais. Je vais chez les Français DocuSign. Et voilà, et c'est vrai que ça, c'est une simplification de ouf. Mais après, il y a autre chose dans la simplification, c'est la centralisation de tous tes contrats et de la visualisation, en fait. Alors, ce que fait Finari un peu, je ne sais pas si vous faites ce genre de choses, mais en fait, d'être capable d'avoir à un endroit une visibilité assez claire de tout ce que tu as, parce que ça, c'est... bon, alors, on n'est plus dans la grille de lecture, là, on va y revenir après, mais si, en fait, en l'occurrence, je pense que ça te permet de lire beaucoup mieux l'ensemble de ce que tu fais, quoi. Et ça, pour moi, c'est... si, je pense qu'on est un peu dans les lignes... Si, t'as raison, hein, on est complètement dedans. Je dirais que les piliers de la gestion de patrimoine, ça va être de bien gérer tes impôts, on en a parlé, donc sa déclaration de revenus, de bien gérer son patrimoine, ses investissements, et bien gérer ses investissements, c'est 1, investir dans les bons produits, et 2, les suivre. Et c'est vachement important, cette partie de suivre tes investissements. Savoir si un actif, comment un actif évolue, savoir s'il faut réinvestir, savoir s'il faut stopper sa position. Et ça, il faut être conseillé, évidemment. Il faut avoir quelqu'un dont c'est le métier, qui va vous suivre, un conseiller dédié. Nous, chez Climb, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un conseiller qui va, tout au long de la vie de vos investissements, parce que la gestion de patrimoine, c'est s'il y a de la confiance et s'il y a un lien de confiance, c'est 30 ans, 40 ans.
Donc il faut avoir un suivi pour avoir ensuite des recommandations. Et en effet aussi Finari le fait très bien, propose d'agréger les comptes et ses investissements. Et ils sont allés bien dans le détail là-dessus. Oui, parce qu'en effet, si alors ce qui permet, ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais le panachage dont on parlait tout à l'heure, de dire combien vaut ma résidence principale, combien vaut mes LMNP, mes appartements en location, combien vaut mon portefeuille en bourse, mes SCPI, etc. En fait, ça, tu le fais une fois. Souvent, ton conseiller en gestion de patrimoine te le fait une fois. Mais avoir une visibilité sur l'évolution, où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend, est-ce que d'un coup, c'est déséquilibré quelque part, c'est hyper compliqué si tu passes pas toute ta vie, quoi, en fait. Alors oui, mais pour moi, la vraie valeur de suivre tes investissements, c'est suivre par définition des investissements qui bougent. Moi, la vision que j'en ai de l'investissement et qu'on partage avec mes collaborateurs chez Climb, c'est qu'il faut investir progressivement, mais il faut investir sur du long terme. Les investissements long terme, tu les regardes au final assez peu. Ce que tu vas regarder souvent, c'est quoi ? C'est ce qui bouge, c'est les actions, c'est les cryptos, c'est ça qui bouge. C'est là où ça a de la valeur de suivre de manière, chaque semaine, par exemple, tes investissements. Mais sur d'autres actifs, tu n'as pas besoin. Là où tu vas avoir besoin de suivre, c'est si, par exemple, tu as un changement dans ta vie. Si tu reçois une prime, si tu reçois un héritage, ou là, tu vas avoir besoin d'être conseillé pour bien investir cet argent. Et en effet, ça fait partie de la grille de lecture. C'est, je ne sais pas si c'était dans la vôtre, mais c'est quand est-ce que tu veux l'horizon d'investissement. C'est-à-dire que dans moi, ce que j'appelle le goal-based investment et l'investissement par objectif, en fait, un horizon d'investissement, si je me dis tout cet argent, tous les mois, je le mets de côté pour les études de chacun de mes enfants et que je fais chacun une petite enveloppe, l'horizon, il est assez lointain. Donc, plus il est lointain, plus tu prends de risques, plus il se rapproche, moins t'en prends, généralement, si je comprends bien. C'est ça, mais tu vois, là, moi, pour moi, c'est plus la grille de lecture personnelle que la grille de lecture des dispositifs d'investissement. Okay. Ça, c'est vraiment le travail qu'il y a à faire en amont sur c'est quoi ton objectif de vie. Est-ce que tu veux acheter ta résidence principale? Est-ce que tu veux payer, tu disais, les études de tes enfants, financer un voyage, que sais-je? C'est là où tu dois prendre le temps pour comprendre si tu vas avoir besoin d'investir et d'avoir des fonds à horizon 6 mois. Il y a je pense par exemple, je sais pas moi, à des livrets où tu peux avoir la disponibilité tout de suite, à 1 an, à 3 ans, à 10 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre avant d'investir. Et ça, c'est une fonction, le conseil en investissement, c'est une fonction qui est réglementée. Et il y a des garde-fous. Il y a des garde-fous qui permettent d'établir un profil et de dire aux gens, en fonction de vos projets de vie, vous, les dispositifs dans lesquels vous pouvez investir, c'est ça. Ouais, projet de vie et profil, quoi. Moi, j'ai jamais de cash dispo. Projet de vie, profil de risque et horizon de placement. Ça, c'est pour le perso. Ok. Alors, il nous en manque, je crois. Le dernier, c'est ce que j'appelle, moi, la capacité d'emprunt. Pourquoi ? Parce que c'est un effet de levier. Non, mais ça, c'est clair. Et ça, en l'occurrence, tu vois, là, tu m'entends te dire, ah bah oui, mais pour moi, c'est le grand oublié de la grille de lecture. C'est-à-dire que à chaque fois, j'y pense quand même assez souvent, mais à chaque fois, je pose des questions dans mes épisodes de La Martingale, mais est-ce que tu peux emprunter pour faire ce truc, tu vois ? Je peux pas emprunter pour acheter des actions, en tout cas, pas à mon niveau. Il y a des gens qui y arrivent, je pense, mais je peux pas emprunter pour acheter des cryptos, pas que je sache. Enfin, probablement des plateformes de crypto qui te permettent de le faire, mais bon, là, tu rentres dans des trucs un peu lunaires. Ouais, emprunter pour investir dans des actifs risqués, ça, c'est carrément, c'est un gros niveau de prise de risque. Mais tu as emprunté pour investir dans l'immobilier. Ouais. Mais tu vois, emprunter pour investir dans des SCPI, c'est quand même un truc qui est pas si simple, ou alors c'est toujours les banques qui te le permettent. Enfin, vous pouvez permettez peut-être de faire ça, mais en l'occurrence, c'est un tel levier, l'emprunt. Enfin, c'est le levier qu'enrichit 90% des Français, j'imagine, quoi. Un exemple pour comprendre ça, c'est imagine tu as 10 000 euros, je sais pas, sur un livret ou en compte courant, mais que tu as une forte capacité d'emprunt. Ça veut dire que tu as d'importants revenus, peu de charges, pour faire simple. Eh bien, au lieu d'investir 10 000 euros, tu pourrais emprunter et investir 100 000. Donc, tu auras un rendement, ou plus, mais ça dépend. Ou 1 million, voilà. C'est ça. Et donc, tu auras un rendement sur le montant investi, donc sur le montant emprunté. Il y a un moment où, quand même, le ratio, il y a quelques années, tu avais 10 000 euros sur ton compte, tu voulais emprunter 1 million. Si tu gagnais vraiment bien et que tu avais un job safe,
était complètement possible, quoi. Là, aujourd'hui, on te demande d'apporter plutôt 200 000. Mais, c'est ce que tu décris, les conditions d'emprunt sont plus difficiles. Donc nous, on le voit au sein de nos clients. On a des questionnaires sur la plateforme qui nous permettent donc de déterminer dans le détail les revenus et les charges. Donc on a un calcul qui est fait sur la plateforme et qui nous disent si le client est éligible ou non à l'effet de levier, à la capacité d'emprunt. Et ça va venir écarter ou pas certains dispositifs. Tu parlais de la SCPI à crédit ou de l'immobilier locatif. Une personne qui n'a pas de capacité d'emprunt, ces produits-là, ils seront écartés, donc ils ne seront pas proposés. Et vous vous connectez au compte en banque des personnes pour analyser justement tout ça, les dépenses et tout ça? Ouais. Pas encore. On est en discussion. Il y a 2 principaux acteurs qui font ça. Ouais, Bankin et... Non, c'est la version B2B de Bankin, c'est Bridge. Et l'autre gros, c'est Budget Insight. Okay. Et donc ça, maintenant, ça se fait facilement et rapidement. C'est dans la roadmap. Ok. Ça, c'est vrai que ça permet d'aller assez vite. T'as l'info directe. Après, ce que je vois qui peut être limité, par exemple en ce qui me concerne et certains de nos auditeurs, c'est que là, tu ne vois que la partie... j'allais dire publique, mais la partie... déclarative B2C, quoi, consumer. Si tu as une holding... Moi, j'ai des capacités d'emprunt qui peuvent être qui sont pas très fortes finalement sur ma pomme à moi, parce que je te dis, en fait, j'ai jamais d'argent en perso. En revanche, sur des holdings, je peux faire de l'emprunt. C'est un bon point parce que parmi nos clients, le segment... Ce qui est aussi le cas de Bernard Arnault, hein, par exemple. Le segment chef d'entreprise et entrepreneur, il est très représenté chez nous. Et donc, on s'est rendu compte que ces clients-là avaient aussi des besoins sur leur trésorerie. On les appelle les chiens de la casse, généralement. Pardon, mais... Non, mais tu rigoles, mais en fait, imagine, tu as, je sais pas, t'es entrepreneur ou tu as ton cabinet d'avocat, tu as 300 000 euros, 400 000 euros qui dorment en trésorerie. Tu te manges aussi l'inflation à 5,5. Donc, si tu veux, il faut l'investir, il faut la placer, cette trésorerie. Aussi t'acheter un cabinet, tu peux aussi acheter, les murs, tu peux aussi t'acheter des SCPI, tu peux aussi, Alors voilà, après, évidemment, c'est la trésorerie de ton entreprise. Donc, généralement, c'est des investissements qui sont dits moins risqués. Enfin, sur 300 000 euros, tu peux par exemple mettre 50 000 euros sur du quasiment sans risque et 50 000 euros sur du un tout petit peu plus risqué pour aller chercher du rendement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment oublié. Et on a lancé, nous, Climb Holding, justement, une offre spécifique là-dessus. Okay. Et oui, on est surpris du nombre de personnes qui ne font rien avec leur trésor. Mais parce que c'est peu adressé. Quand tu vas voir un banquier traditionnel, en banque privée, c'est bien ce qu'il dit, un banque privée. Dès que tu passes sur de la holding, ils te disent « Ah non, ça, c'est plus exactement chez nous. » quoi. Enfin, souvent, quand même. Et donc, dès que tu vas leur dire « Je voudrais emprunter sur cette société », ils disent « Ah non, là, c'est la partie entreprise. » Et donc, c'est tellement segmenté que ça ne fonctionne plus. Si je refais la grille de lecture, on a diversification des actifs, maximisation du rendement, donc le risque-rendement, quoi, optimisation de la fiscalité, réduction des frais et utilisation de la capacité d'emprunt. Voilà, c'est les 5 gros leviers qui permettent de comprendre dans quoi il est intéressant d'investir. Alors évidemment, ça c'est une grille de lecture qui permet aux gens de mieux comprendre, mais pour aller jusqu'à l'investissement, quelque chose d'important pour les gens, il faut se faire aider et conseiller parce que c'est un engagement important d'épargner une somme importante. Donc il faut être aidé. En fait, ce que je vois, c'est que il faut être aidé. Je pense que tu as raison. Je ne le suis pas vraiment, mais je le fais avec... Mais en l'occurrence, il faut être aidé en particulier parce que... Alors moi, j'ai la chance d'avoir une partie de mon travail qui est de diguer là-dedans. Donc du coup, je m'aide un petit peu moi-même. Et puis, j'ai une passion pour l'immobilier, une passion pour l'investissement en private equity. En revanche, j'ai vraiment pas une passion pour la fiscalité. Donc je fais n'importe quoi là-dessus. En l'occurrence, je paye probablement beaucoup plus que ce que je devrais. Martin va t'aider. En termes de réduction de frais, je pense que je suis pas très bon. Pas assez, mais et utilisation de la capacité d'emprunt, je pense que je suis pas mauvais quand même là-dessus, mais je pense que je pourrais aller beaucoup plus loin. Il faut faire un audit, en fait. C'est ça, il faut faire un audit à l'origine, mais ce qu'on veut dire dans la grille de lecture là-dessus, c'est potentiellement sur ces 5 points, diversification, maximisation du rendement, fiscalité, frais et capacité d'emprunt, il y a
moi, nous, ce qu'on vous recommande, c'est vous les notez là, vous faites un audit chez vous, vous le faites avec quelqu'un, vous le faites pour un pote, je sais pas, et puis si vous voulez pas voir. Mais il y a quand même différentes sortes de conseillers en gestion de patrimoine. Il y a chez vous, vous allez sur climb.fr, weareclimb.fr, où vous allez voir votre CGP. Si vous voulez pas qu'ils prennent de frais, vous allez voir un CGP indépendant, on appelle ça. Donc c'est quelqu'un qui, c'est bien ça, hein, c'est un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Ils prennent des frais. Hein, non, ils prennent un abonnement annuel, si je comprends bien. Non. Alors ça dépend. Il y a certains CGP qui facturent ce que tu expliques, des honoraires. 1500 € d'honoraires par an, et ils n'ont pas le droit de prendre de frais, si je comprends bien. Je crois que c'est ce qu'on appelle un CGP indépendant. Ou alors, vous allez voir un conseiller en gestion de patrimoine plus traditionnel, et vous faites ça, et vous verrez, c'est souvent bien fait. Vous gardez cette grille de lecture en tête. Mais l'autre dimension, c'est aussi de la garder en tête à chaque nouvel investissement. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas aller voir un nouveau truc parce que tu écoutes la martingale, tu te dis, ah tiens, tel truc c'est cool, tu te dis, est-ce que ça diversifie mes actifs, est-ce que ça maximise ou pas mon rendement, mais en fonction de tout le reste, est-ce que je continue, est-ce que je peux optimiser de la fiscalité là-dessus, ou parce que si tu es à fond sur... C'est pareil, l'optimisation de la fiscalité, il y a un maximum. Tu peux pas aller au-delà déjà de ce que tu payes en impôt, a priori, je crois. Mais... Tu vois, ça me fait penser à ta cheat sheet. Il faut une cheat sheet des investissements. Ouais, c'est ça, voilà. La cheat sheet. Qui est dans ton bureau. C'est une bonne idée, tu vois. Dans mon bureau, j'ai ce qu'on appelle la cheat sheet, la feuille pour tricher sur Y Combinator. Donc, quand tu crées une startup, comment tu crées. Voilà, tu mets un rappel, tu mets les 5. On doit pouvoir en mettre d'autres, d'ailleurs, je suis sûr. Mais voilà, et se dire à chaque fois, OK, il y a des choses qui sont sur cette cheat sheet qui sont d'ailleurs vraies et pas pour certaines startups, et d'autres qui sont, voilà, à chaque fois qu'un investisseur de Génération Litursel vient ici, il me dit, ça, tu vois, je peux pas l'appliquer dans mon business à moi. À un moment, il me semble que dans votre grille, vous aviez rentré une intégration d'ISR, d'investissement socialement responsable. Est-ce que ça, c'est plus une grille de lecture, je veux dire, de l'ère du temps, ou c'est une grille de lecture concrète pour réussir ton investissement ? Pour moi, ça va aussi dans la partie personnelle. C'est quand tu revois tes objectifs d'investissement, ton horizon de placement, ton aversion au risque, ça vient ici en fait. À quel point, pour toi en tant qu'investisseur, la partie ISR est importante. Et ça, il y a une manière très facile de l'adresser. C'est quand tu remplis un questionnaire, tu parles à ton conseiller. Ton conseiller doit te le demander. Il doit te demander quels sont tes objectifs d'investissement, est-ce que pour toi c'est important. Et donc si le client le stipule, alors dans tes recommandations, tu es obligé de faire des propositions qui répondent à son besoin. Okay, ouais, tout... Donc c'est personnel, ouais. c'est pas forcément dans les investissements que tu vas regarder, c'est plus à titre perso, est-ce que pour toi c'est important ? Ouais, donc ça c'est hyper important de voir ce que vous cherchez. Tu le disais tout à l'heure, hein, mais il y a tes moments de vie, et je veux protéger mon époux, mon épouse, je veux protéger mes enfants, je veux protéger ma filleule, je veux tout donner à l'église de Scientologie, je veux... voilà. Quel impact en fonction donc, de certains de tes moments de vie, évidemment, parce que j'imagine que ton rendement risque, il change si tu as 20 ans ou si tu as 70 ans. Investir, c'est vrai que quand moi je vois des personnes autour de moi qui ont 70 ans et que je leur dis est-ce que ça te dit d'investir dans telle start-up, ils me regardent et me disent non, tu sais quoi, j'ai passé ce cap-là. Tu as de très bonnes startups pour les seniors, tu sais. Mais pour qu'eux investissent dedans. Non, mais tu sais, souvent, ils se voient trop tard dans leur vie. Ils se disent, en fait, attends, moi, je veux plutôt profiter de mon argent que et de me dire un jour, je vais devenir riche, tu vois. Ce qui est quand même un peu indirectement. C'est vrai, mais tu vois, je connais il y a plusieurs plateformes qui te permettent d'investir dans les startups. Ouais. Et j'avais été surpris d'un segment de population des plus de 60 ans qui investissaient dans les startups. Mais c'est aussi parce que, alors, en nombre, ils sont peut-être petits, mais en argent, ils en ont plus souvent. Ouais. Plus t'es vieux, plus t'as de l'argent. C'est quand on avait fait une levée communautaire via Tudigo. Ouais. C'était le fondateur qui m'avait dit ça. J'avais été surpris par le nombre de personnes qui investissent dans les startups qui ont plus de 60 ans. Et après, alors on a vu entre tous ces moments de vie, tes objectifs, etc., est-ce que tu dois faire évoluer cette grille de lecture en fonction du contexte économique ? Là, en ce moment, on est dans une zone floue, je trouve. Ouais, c'est toujours flou, hein, soyons honnêtes, mais on se dit, a priori, il y a quand même beaucoup de voyants au vert, il n'y a pas trop de raisons qu'ils y soient. Est-ce que je dois me dire, bon, attends, là, je vais reprendre un peu tout ça, et puis je vais plutôt privilégier la fiscalité basse plutôt que les risques élevés, tu vois. Je sais pas. Alors, l'avantage, c'est que si on a regardé ces 5 critères,
logiquement, on est protégé contre les fluctuations macro. Parce que si tu diversifies, si tu as bien diversifié, c'est pas l'exemple le plus simple à comprendre, c'est quand les taux sont élevés, tu as certains produits qui sont plus sexy d'autres, que les actions par exemple, les obligations, les comptes à terme, etc. Mais si jamais tu as investi à la fois dans les obligations et les actions, eh bien, tu es protégé des fluctuations macro. Ce qu'on a constaté néanmoins, c'est que quand ça secoue, c'est assez marrant de voir ça, les critères d'optimisation de la fiscalité et des frais sont très regardés. Ben oui, c'était mon premier réflexe. C'est très regardé. En fait, les gens se disent, ça va un peu secouer, sur les rendements, il y a de l'incertitude. Au moins, si jamais ma fiscalité et mes frais sont optimisés, ça, c'est quoi qu'il arrive, quelque chose de gagné, de prix. Mais c'est ça, mais c'est vrai que c'était un peu Frédéric Puzin ici qui est venu, qui me dit, non mais attends Mathieu, en fait nous chez Quorum, balèque des frais quoi, tu vois, est-ce que t'es ok pour payer des frais élevés si je te donne la meilleure perf? C'est ça son discours. Hein. Et je dis ok, je comprends, mais en effet à un moment où tu dis la perf risque de baisser, je veux plus payer des gros frais quoi, c'est compliqué. Bah, après le discours, lui son discours ça s'entend. Si tu regardes la performance nette, c'est toujours pareil. Si tu regardes la performance nette de frais et que la SCPI, c'est ce qui m'en a voilà, et que la SCPI Quorum est au-dessus des autres, à ce moment-là, c'est un pari qui est gagnant. Ouais. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment la performance nette de frais. C'est ça la boussole, si tu veux. Parce que sinon, tu vas avoir certains acteurs qui vont jouer d'un point de vue marketing sur les frais. Donc c'est pour ça que toi, en tant que client, tu dois passer par des plateformes qui te permettent de calculer et de comparer ces frais. Tout seul, c'est complexe. Tu le disais toi-même. Les frais d'arbitrage, par exemple, tu savais pas ce que c'est. T'imagines les auditeurs. Donc, il faut passer par des calculateurs, des comparateurs et des conseillers qui vont te dire où est-ce que les frais sont petits. Les frais d'arbitrage, ils sont souvent, c'est ce que tu fais quand tu changes des positions à l'intérieur de quelque chose. Ouais, d'un contrat d'assurance vie. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ok, dès que tu bouges quelque chose qui n'était pas complètement prévu, en fait. Imagine, oui. Bon, je voyais ce que c'était. Dans un contrat d'assurance vie, tu vas mettre plusieurs actifs pour être diversifié. Donc, tu vas mettre des actions, des obligations, de l'immobilier, un peu de private equity pour chercher du rendement. J'en oublie sûrement. Et un arbitrage, c'est le fait de, si jamais c'est plus intéressant d'augmenter ta part d'obligation, eh ben, tu vas vendre une partie de tes ETF actions pour acheter une partie d'obligations, pour que ton portefeuille soit le plus rentable possible. Une sorte de brokerage, quoi. Hein, comme le broker. Une transaction, quoi, arbitrage. Ok. Non, mais tu vois, moi, là où je me suis dit, je me marrais en t'écoutant, je me dis, je suis vraiment trop con, parce que moi, quand je t'écoute, je me dis, tu vois, là, les actions, vraiment, donc j'ai quand même vendu pas mal de choses en actions récemment. Et en revanche, en obligue, alors, figure-toi que j'en ai eu des obligues, mais dans des... plutôt dans... je vais parler des jargons techniques, donc je vais éviter. Dans du private equity. Alors, quand je dis obligation, c'est que j'ai fait des prêts à des startups. En l'occurrence, je peux l'expliquer pour ne pas être... Je veux être transparent ici, mais j'avais prêté de l'argent, et on en a toujours en prêt, je crois, à Silver, qui est une startup qui fait du prêt aux entreprises, et donc ils ont besoin de cash dispo pour pouvoir eux-mêmes emprunter pour prêter plus, tu vois, si vous suivez ce que je dis. Et donc j'avais prêté à des... Donc j'ai des obligations, mais j'en ai pas beaucoup. Mais comment on fait pour avoir... Payer quel taux, par exemple? Tu te souviens? 10%. Ah oui, ok. Par an. Ouais. Et alors 10% garantie tant qu'ils peuvent te payer, hein, mais si jamais la boîte se plantait, j'imagine que voilà. Mais bon, moi ils me les ont payés, j'ai récupéré mes trucs et voilà. Et ils continuent, je crois que je me demande si ça n'a pas même un peu augmenté. Alors ça dépend de la durée d'engagement. Si tu t'engages sur 1 an, ils te payent 8, 2 ans 10 et 3 ans, j'ai une connerie, mais 12. Bon, comment, moi ça j'y ai eu accès parce que je suis actionnaire de Silver. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à des obligations comme ça? C'est quoi, des obligations d'État? Je peux prêter de l'argent à Renault, moi, en tant que particulier? Il y a plusieurs manières, mais je dirais, pour ne pas perdre les gens, la manière la plus simple, c'est de demander à son conseiller de mettre des obligations dans son contrat d'assurance vie, par exemple. Mais si je n'ai pas de conseiller? Si tu n'as pas de conseiller, que tu veux investir dans des obligations... Tu peux aller sur des plateformes de trading, ils font des obligations sur eToro, sur Bourso, sur tout ça. Non, c'est de l'action, hein, tout ça. C'est plutôt de l'action, ouais. De l'obligation, il faut que ce soit... Tu peux le loger dans un contrat d'assurance vie, sinon tu peux passer par des sociétés de gestion qui, elles, investissent, qui ont des stratégies dites actives
sur l'investissement en obligations. Donc, c'est pas distribué comme ça au grand public facilement. Il n'y a pas de plateforme où tu peux dire tiens, Alors, il y a October. Hein. October, c'est de l'obligation finalement. Ouais, mais tu vois, je réfléchis avec toi. Tu peux passer par une société de gestion. Après, l'objectif, c'est que ça soit ton investissement en obligation soit intégré dans d'autres investissements aussi. Faut pas que Donc, mais ça, tu vois, moi, j'emprunte très bien à... Bon, alors maintenant, c'est plus à 2%, mais j'emprunterais bien à 4% pour prêter à 8%, tu vois. Là, je peux me mettre all-in, quoi, tu vois. Tu es en train de créer un nouveau business, Mathieu. Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font d'emprunter. Mais non, donc les obligations, c'est plutôt intermédiaire, si je comprends bien, quand même. Ok. C'est ça. Bon, ben voilà, on va se mettre tous full obligation. Alors moi, je répète que je donne pas de conseils. Hein. Là, je partage mes pensées à moi. Vous faites ce que vous voulez. Toi, tu es habilité peut-être à donner des conseils, pas moi en tout cas. Donc, appelez les conseillers de Climb. Et puis voilà, mais nous ici, on est plutôt... Moi, pour te dire, hein, même à titre perso, pour pas qu'il y ait de biais, moi, j'ai aussi un conseiller chez Climb. Ok. Coucou Basile. Coucou Basile. Putain, on va tous vouloir Basile. Hein. Si le taulier a Basile, on va tous vouloir Basile. Écoute, c'est très clair. En tout cas, ça fait du bien de prendre du recul là-dessus parce que... sont des choses que je dis à chaque fois, hein, finalement, la diversification, la réduction des frais, la fiscalité, enfin c'est un peu tu vois, la capacité d'emprunt. Alors à chaque fois on fait un focus sur l'un sur l'autre, mais voilà, on les a là, la maximisation du rendement, tous. Notez-les bien, il faudrait vraiment avoir une fiche, comme tu le dis, la cheat sheet. Je te la donne. Et puis notez-les-vous à chaque fois que vous faites un invest. Essayez de pas, pour diversifier, justement faire toutes les mêmes typologies d'invest, d'aller plutôt explorer de nouvelles choses. Et là, je pense qu'on peut donner ce conseil. C'est une grille de lecture. C'est pas où investir et comment investir. C'est posez-vous ces questions. Une fois que vous posez ces questions, vous pourrez être serein ou au moins savoir dans quoi vous vous embarquez. Ouais, parce qu'après la grille de lecture, tu as tous les dispositifs d'investissement qu'il existe. Tu vis comment, toi tu ponctionnes quels frais? Tu vis comment chez Climb, d'ailleurs? Ouais, alors nous, ce qu'on a fait quand on a lancé notre activité de conseil en gestion de patrimoine... Parce que tu es au courant que je vais te négocier un truc. Hein, mais Non, mais tu vois, c'est important parce que donc, ce qui est le plus important pour les clients, c'est la simplicité, parce qu'ils n'ont pas le temps, donc il faut que ce soit simple, et deux, la transparence. Et la transparence, ça veut dire combien je paye de frais, comment ça fonctionne. Et donc nous, là-dessus, ce qu'on a fait, c'est que sur le plan de rémunération de mes conseillers, mes conseillers ne sont pas rémunérés en fonction du chiffre d'affaires qu'ils génèrent, mais en fonction du montant investi par le client. Donc, qu'un produit me rapporte 1% ou 3%, pour le conseiller, dans son plan de rémunération... Hein, c'est ça, les encours. Okay. Le plan de rémunération de mon conseiller, pour lui, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est que ses clients investissent dans les bons dispositifs, donc il est incentivé, il est rémunéré, sur le montant investi par le client. Et en faisant ça, ça assure une neutralité du conseiller. Donc ça, c'est la première chose qui me permet donc d'avoir un conseil neutre. Et la deuxième, c'est via nos outils. Parce que comme... donc, tu n'es pas sur la performance, mais tu es sur le volume. C'est ce que tu dis, hein, c'est exactement. Ça. Donc si vous investissez beaucoup sur Climb, le conseiller va gagner plus. Exactement. Et donc, lui, peu importe la performance. Donc, il peut vous faire n'importe quoi. Non, c'est pas peu importe la performance, c'est peu importe le chiffre d'affaires qu'il nous génère. Oui. Non, mais j'essaie de réfléchir l'envers, parce que les chiffres d'affaires que je vous ai générés, c'est sur les commissions que vous prenez, en fait. C'est ça. Pas que sur la perf. Ok, d'accord. Ah non, nous, on prend pas de commission sur la performance. Ok. Donc nous, si tu veux, c'est vraiment c'est des rétrocessions des fournisseurs de produits. Donc pour le client, c'est $1, c'est le fournisseur de produits. Donc ça peut être le promoteur immobilier, le souscripteur de SCPI, l'assureur, tout à fait. etc. Mais ça, on dit beaucoup dans ces métiers que c'est $1 parce que ces rétrocessions sont faites, mais elles sont quand même prises quelque part. Moi, je préférais la récupérer moi-même que tu la prennes. Cela dit, elles sont market practice et tout le monde les fait. Ce que j'essaye de voir en te challengeant un peu là-dessus, c'est que... parce que c'est un peu toujours le truc, on dit toujours c'est $1. Je me suis perdu en te disant ça. Non, mais c'est net de frais qu'il faut regarder, c'est toujours pareil. C'est net de frais. Nous, je te donne un exemple. Sur le contrat d'assurance vie ou le PER, on a 0 frais d'entrée. On a des frais des rétrocessions des assureurs. Comme on met des ETF dans les paniers,
on a un niveau de rétrocession qui est autour de, alors là je suis très transparent, mais qui est autour de 0,6-0,7%. Alors ça, je sais que 0,6, quand tu es en dessous du pourcent, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et donc voilà, je pense que ce qu'il fallait mettre en place quand on a lancé notre activité avec nos conseillers, c'est justement de ne pas tomber dans les travers d'un conseil qui peut être orienté en fonction de la commission. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est là où je voulais aller. Je vous prie de m'excuser. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas perdu comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, on dit c'est $1, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est toujours honnête. C'est-à-dire que la personne qui te vend le truc, s'il sait que lui, chez un tel, il va percevoir 4% et chez l'autre, il va percevoir 2%, et pour moi, entre guillemets, c'est $1, mais à un moment, tu vas plutôt orienter vers celui qui te donne le plus, en fait. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il y a d'important, c'est de donner ce niveau d'explication sur les frais, d'information sur les frais. Donc ça, nous, au moment où tu investis, tu l'as sur le site. Au moment où tu signes les documents qui te permettent d'investir, tu comprends et tu vois les commissions. Et même dans le discours de mes conseillers, tu vois, il y a un script qui te permet, donc une trame qui te permet de suivre des étapes. Tu as une étape qui dit comment Climb gagne de l'argent. Okay. Et cette étape, si un conseiller l'oublie, par exemple, eh bien, tu constates que ton taux de conversion, donc ton client, va moins investir parce que les gens ont vraiment besoin de comprendre. Ouais, bien sûr. Donc, c'est fondamental d'expliquer comment on gagne de l'argent. Pourquoi ? Parce que la gestion de patrimoine peut avoir une réputation un peu opaque. Et donc, le fait d'expliquer aux gens ce qu'ils payent, et en plus, une fois que tu leur expliques, ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien, et pour quelqu'un de payer pour un service, pour quelque chose, c'est OK, c'est non, fair. Mais elle peut pas, elle a complètement cette réputation d'opacité. Je pense que c'est un truc qu'il faut changer. C'est ce truc un peu antinomique quand tu vois, comme quand tu fais du contenu gratuit, on te dit, mais tu peux pas donner tout ton savoir, parce que sinon les gens, si, je vous donne l'essentiel de mon savoir, en revanche, si tu veux bosser en one-to-one avec moi, c'est payant, c'est normal. Et là-dessus, je pense que plus tu es transparent, plus à la fin, je me dirais, bon, ok, ça c'est trop cher, est-ce que tu peux m'expliquer ça ? Ok, ça on va le changer, ou voilà. Plutôt que les mauvaises surprises, parce que la mauvaise surprise, tu perds la confiance. Voilà, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu perds la confiance, et tu perds d'un point de vue, si tu le traduis d'un point de vue business, ça veut dire quoi quand tu perds la confiance ? Ça veut dire que tu n'as pas de réinvestissement de ton client, et ça veut dire que tu n'as pas de parrainage et de recommandation. Non, mais c'est fini. Là. Donc, tu vois, nous, si tu veux ce qu'on se dit... Dans l'univers financier, la confiance, enfin, comme dans la vie, mais c'est tout, en fait. Quoi. Donc, si tu prends un peu moins de frais, mais que derrière, tu as des clients qui te recommandent, là, on va rentrer un peu plus dans le business, tu vas réduire quoi ? Tu vas réduire ton coût d'acquisition. Ouais. Au lieu de faire des chèques à Google et à Instagram, tu vas économiser sur tes coûts d'acquisition, et donc tu vas avoir un business model plus rentable. Ce que tu veux, c'est faire du volume, c'est avoir de l'encours, et quand tu as de l'encours, tu es content, et tu as besoin de... Ce qui est intéressant dans ces métiers-là, c'est que c'est vrai à la marge, mais si que tu gères, j'exagère un peu, mais 30 millions ou 30 milliards, c'est pas forcément beaucoup plus... En tout cas, c'est pas exponentiel, ou c'est pas symétrique, quoi, le montant géré. Alors oui, c'est un business de volume. Après... Ce qui permet à des acteurs qui ont une logique de frais, on va dire, réduite, d'être rentables, ça va être d'optimiser beaucoup de process. Tu parlais des bulletins de souscription, mais tout ce qui est administratif. Si jamais tu l'optimises avec des bons outils, on a une équipe, nous, SalesOps, donc opérationnelle, si tu veux, qui optimise tous les process avec des outils. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Moi, si tu me demandes de rentrer, je suis dans un service comme le tien, tu me demandes de rentrer nom-prénom au moment où il faut souscrire. Je dis non, mais attends, t'es sympa, Aldric, mais tu vois, tu le connais, mon nom-prénom. Trouve un moyen de le faire pour moi, quoi. C'est insupportable quand tu dois faire ça. Mais ça, on a passé beaucoup de temps à optimiser, en fait. C'est pas rocket science, hein, c'est optimiser des formulaires. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit qu'il a 23 ans, 24 ans, tu vas pas lui proposer tout de suite d'investir dans du private equity ou de préparer sa retraite. Tu as déjà l'info. Ouais. Donc il faut faire gagner du temps avec des questions intelligentes en fonction des réponses qui ont été apportées. Très clair. Bon, alors qu'est-ce que tu peux faire pour les gens qui viennent de ma part ? De ta part, alors déjà, on peut les aider chaque année à faire leur déclaration de revenus gratuitement. Ça, tu le fais, c'est payant normalement ? Non, c'est gratuit quand tu es client. Okay. Mais quand tu n'es pas client, donc tu n'as pas investi, normalement c'est payant, c'est 199 €.
Ok. Bon, déjà, je vous ai négocié 199 € si vous n'êtes pas encore client. C'est pas mal. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts par la finance parce que je l'avais pas anticipé cette question. Vous venez avec le code Martingale, vous venez de la part de Mathieu Stéphanie. Voilà, c'est bien. Et sinon, sur. Ça va, il y a un peu de temps. La prochaine déclaration, c'est dans longtemps. Donc, arrête, on en sort et ça a été vraiment faites-le une tôt. période. Voilà. Wow. Mais donc voilà, vous y pensez pour la. Allez, je vais être sympa avec eux. On va le limiter à la déclaration 2024. Voilà, 2024, et il faut qu'on ait aussi le volume, tu sais, parce que nous, sur la déclaration, ce qui marche le mieux, c'est en fait, une fois qu'on a les informations de l'utilisateur, on identifie les cases et les niches fiscales à remplir, et là, on fait un partage d'écran sur impôt.gouv. Okay. Donc, tu as une personne, un conseiller de déclaration qui va passer une demi-heure avec toi et qui, pas à pas, va faire ta déclaration. Donc, tu vois, ça a ce coût. Et sinon, on a une offre de bienvenue qu'on a communiquée à quelqu'un de tes équipes en fonction du montant que tu investis. Et là, je l'ai pas en tête par cœur, donc on pourra peut-être la mettre. On la mettra, je mettrai un lien, c'est ça? Un lien, il y a une offre de bienvenue qui est intéressante. Ok, très bien. Qu'on propose à nos partenaires B2B, 2C, donc qui nous apportent du trafic. Eh ben écoute, on la mettra. Moi, je précise que je touche rien là-dessus. Voilà, si ce n'est peut-être que si ça marche bien, vous me ferez une gestion de patrimoine gratuite, quoi, tu vois. On y va. je tords le bras à tous les gens qui viennent. Voilà, je te remercie. Aldric, on peut te suivre sur... Ah ouais, tu postes des trucs cool en plus. Suivez Aldric sur LinkedIn, il y a des vrais trucs sympas. Je trouve ça cool. Tu le fais toi-même? Je suis aidé par mon super stagiaire bras droit, Antoine, coucou à toi, qui a fait qui a fait vraiment un boulot de monstre. Et là, les 2 derniers posts, c'était rigolo parce qu'on a suivi pas mal d'acteurs US. Attention, parce qu'Antoine, je vais te le piquer si jamais il est stagiaire et qu'il reste pas. Hein, mais Ouais, je sais. Tu sais qu'Antoine, d'ailleurs, a monté avec une autre stagiaire un réseau Slack de bras droit CEO. Et le truc cartonne. Ils sont déjà plusieurs sur le Slack. Ils se partagent les bonnes pratiques de mon CEO m'a demandé de faire ça, comment toi tu ferais, etc. Trop bien. Bon, bravo, en tout cas, c'est bien. Ouais. Et donc voilà, on a fait les 2 derniers posts, on a regardé ce qui marchait aux US, et là, on a fait 2 posts. Un qui est un tableau récapitulant toutes les niches fiscales en France, avec les cases à remplir. Trop bien. Et ça, on a eu plus de 500 000 impressions. Énorme. 3 000 ou 4 000 commentaires, etc. Et là, le deuxième post, donc ça va avec notre sujet du moment, c'est justement quels sont les principaux investissements en France. Pareil, tableau sur Notion avec tous les investissements, les frais, l'estimation de rendement économie d'impôt. Et là, pareil, on a eu beaucoup de commentaires, des milliers de commentaires. Même. Ce que je disais, c'est du bon contenu gratuit. Super intéressant. T'as une martingale à toi, Aldric, un petit péché mignon d'investissement, un truc dans lequel tu t'aimes bien, je sais pas, les montres, les voitures, les haricots verts, les... Alors moi, tu vois, c'est la partie évidemment investissement dans les produits. J'ai ma montagne Climb, si tu veux, elle est optimisée. Bon, ça c'est réglé. Après, moi, c'est plus, tu vois, investissement, alors pas dans des produits, mais ma martingale, c'est investissement en soi-même. Moi, le pilier dans ma vie, c'est le sport, sport, développement personnel et goût de l'effort. Ouais. Donc, ma martingale, voilà, c'est se donner à fond. Dans les bureaux, on a un tableau de Raphaël Nadal qui illustre bien ça. Donc, c'est ça mon motto. Mais c'est une bonne martingale, je pense, investir. Alors, moi, je pensais que tu allais dire investir en soi, mais déjà en termes de business, ça, c'est une chose, mais aussi sport, sommeil, alimentation, déjà, être sain, soi-même, exactement. Sain de corps, et vous serez sain d'esprit, vous ferez de meilleurs investissements déjà financiers ensuite. Donc, c'est pas une connerie. Merci, Aldric. Merci à toi, Mathieu. On te suit, on va voir Climb, on les dévalise l'année prochaine sur la... C'est Martin qui va être fêtant. Faites-vous un petit reminder à peu près au 30 mars, c'est ça? Ouais, enfin... Non, avant? La déclaration, ça commence début avril, sauf que la stat amusante là-dessus, c'est que les Français déclarent tous au dernier moment, donc tu as à chaque fois les serveurs d'impôt.gouv qui sautent les dernières semaines, et donc les gens déclarent début juin. Mais mettez-vous 30 mars prochain, tout de suite, un petit reminder dans votre agenda. Pensez à Mathieu, allez voir weareclimb.fr avec le code martingale, et puis vous aurez ce truc offert. C'est parti. J'aime bien En plus, j'ai qu'une parole, donc ouais, je sais. Tu me mets bien dedans. En plus, ce sera bien trop tard pour me dire il faut que tu l'enlèves, etc. Faites-le, je vous en supplie, qu'on se marre. J'aimerais avoir le truc qu'on aura tous oublié, la petite, tu vois, le petit truc qui fait bien.
qui fait plaisir à la fois. Allez, je vous embrasse. Salut, merci Aldric. Merci beaucoup. Au revoir. Tout le monde, si vous êtes nouveau, et écrivez bien ces 5 principes. Hein. Ils sont bons. Ils vous serviront dans tous vos investissements. C'est un super épisode. Je te remercie. Abonnez-vous à la Martingale si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que toutes les semaines, on a des super invités, des super choses évidemment, j'allais dire sur Insta, vous pouvez aussi, mais plutôt sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur Deezer. Voilà, la martingale.io. Sinon, il y a une newsletter. Bisous, salut, à la semaine prochaine.